À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Relation Nord-Sud, véritable rapport de maître à esclave pendant longtemps, puis de maître à élève, elle semble prendre depuis peu une nouvelle allure. Une allure, dit-on, plus raisonnable. Des chefs d'État africains considérés avec un peu plus d'égard et surtout plus d'écoute. L'illustration parfaite aurait été la rencontre, celle récente de Bruxelles. 40 chefs d'État et de gouvernements africains et 27 dirigeants européens s'étaient donné rendez-vous en vue de la refonte de la relation Europe-Afrique. À l'arrivée, on n'a pas assisté à une succession de déclarations solennelles comme d'habitude, mais à des réunions sur des sujets concrets. Se sont exclamés de nombreux dirigeants africains visiblement soulagés. 6e sommet UE-Afrique. Renaissance actée de l'Afrique ou du leur. C'est le thème, mesdames, messieurs, en débat. Élément d'appréciation avec nos invités du jour. Lamine Cissé, écrivain qui n'est plus à présenter, il est expert en communication politique. Monsieur Lamine Cissé, bonjour à vous. Bonjour, avec beaucoup de plaisir. Bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondre, merci pour la disponibilité. En face de vous, un homme qui n'est plus à présenter en termes de géopolitique, mais aussi de stratégie militaire. On en parlera sans doute. Monsieur Souleymane Hamzat, c'est son nom, consultant en problématique du terrorisme. Il est spécialiste des questions de protection et de sécurité. Monsieur Souleymane Hamzat, bonjour à vous. Bonjour, Charles. Merci de répondre à notre invitation. Écoutez, le plaisir est toujours renouvelé de nous retrouver sur votre plateau. Un éminent plateau et de bonne facture d'ailleurs. Merci beaucoup. Oui, comme on le dit, seul le temps reste le grand maître. Oui, lentement mais sûrement, on arrivera à bon port, comme dira l'autre. Oui. Les 17 et 18, pour être plus exact, Bruxelles, mesdames et messieurs, a accueilli les chefs d'État africains et européens dans le cadre du 6e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Une grande rencontre qui aura focalisé l'attention du monde entier. Monsieur Lamine Cissé, sur le plan géopolitique, assez d'attentes. Aujourd'hui, peut-on dire que ce sont des attentes comblées? Bon, je crois que il faut placer tout ça dans leur contexte, d'autant plus que nous avons assez de sommets. Oui. Sommet Chine-Afrique, sommet Afrique-France, sommet Europe-France, sommet extra, etc. Mais qu'est-ce qui fait tous ces sommets-là? Parce que l'enjeu géopolitique, économique, le développement du monde doit se décider à partir de l'Afrique. C'est pas parce que c'est juste pour faire plaisir à l'Afrique que ces sommets se tiennent. Vous avez parlé de la géopolitique. Chacun veut être présent en Afrique. C'est une sorte de concurrence. Mais souvent, ce que nous avons vu, c'est au détriment des populations africaines, d'une manière globale. Donc, ce sommet est venu aussi dans un contexte où les populations africaines opèrent ce que moi j'appelle les révolutions mentales. Ça veut dire ils savent exactement pourquoi nous souffrons. Les populations, la majorité des jeunes sont sans emploi, la précarité dominante, et l'Afrique est le continent le plus riche. La question se pose, mais pourquoi? Et nous sommes dans une dynamique géopolitique également où il y a de l'ébullition partout, surtout en Afrique de l'Ouest, où il y a des coups d'État, où au Mali, il y a un combat qui se fait, etc., etc. Donc, tous ces facteurs réunis a donné à ce sommet qui s'est tenu du 17 au 18, vous l'avez dit, à ce sommet une autre dimension, une dimension de prise de conscience. Ce qui fait que les discussions se tenaient d'une manière orthodoxe, mais les discussions cette fois-ci, c'est des discussions ouvertes du moins. Ici, je tiens à Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine, qui s'est réjoui que pour la première fois, les discussions ont été interchangées et qu'ils veulent demander à l'Afrique comment vous voulez qu'on vous aide. Donc, je dirais ce sommet, l'espoir n'est pas de ce sommet. On va en développer parce que pour moi, l'espoir
viendra de l'Afrique, pas de ces sommets-là. Ok, c'est là toute la question. Monsieur Hamzat, s'il y a un aspect qui a retenu l'attention du grand nombre, c'est d'abord l'annonce qui aura été faite que ce sera une question de refonte du rapport Europe-Afrique. Monsieur Lamine Sissi l'a rappelé très rapidement, la posture des chefs d'État, le président de la Commission, l'Union africaine, sa satisfaction, la singularité au niveau des échanges qu'il y a eu, c'est déjà le déclic de la nouvelle forme de relation qu'on peut avoir et espérer entre l'Union européenne et l'Union africaine. Déjà, je voudrais vous remercier du thème de l'émission. Parce que en venant ici, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis interrogé d'abord sur la participation de certains et la non-participation de certains États. Et je me suis rendu compte qu'il y avait l'Afrique du Sud, il y avait le Nigeria, il y avait l'Égypte, il y avait la Mauritanie, je pense, il y avait le Sénégal. Et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat. Mais à nous interroger... Je ne sais pas pourquoi vous assistez que ces noms-là, il y a d'autres figures. Bon, je vous laisse poursuivre l'analyse. Pour citer ceux qui étaient au premier plan médiatique. Au premier plan médiatique. Voilà. Mais à m'interroger, je me pose la question de savoir, est-ce que la voix des autres ont compté en réalité? J'ai vu qu'on donnait beaucoup plus la part belle, n'est-ce pas, à ceux qui relèvent plutôt du milieu francophone. Parce que ce sommet-là, en réalité, fait croire que c'est un sommet Europe-Afrique, mais c'est un sommet, pour ne pas dire qu'on a repris encore un autre sommet en deçà de celui qui avait été fait à Montpellier. Qu'on nous vienne encore dire, c'est la France qui recommence encore un autre sommet. Et vous savez qu'au lendemain du sommet de Montpellier, il y en a beaucoup qui ont dit, mais pourquoi le président Macron convoque-t-il la jeunesse africaine pour discuter avec elle, alors que dans les pays concernés, en Afrique, il y a des dirigeants dont la voix est la mieux autorisée en matière de discussion sur le plan bilatéral, n'est-ce pas? Ça a été le premier étonnement. Le deuxième étonnement, c'est que les questions de sécurité n'ont pas été mises au premier plan. Les questions liées à la sécurité n'ont pas fait l'objet de premier plan. C'est un étonnement pour vous? Oui. Je me pose des questions sur les conclusions du sommet, au fait. Et un troisième point, mais souvent on tient des sommets, mais est-ce qu'on tient compte aussi des aspirations du peuple? On fait des sommets à la va-vite. Oui, il y en a un qu'on a fait en France à la va-vite, là, pour faire croire qu'il était possible de faire, n'est-ce pas, une élection en Libye. Et j'étais sur votre plateau pour vous dire non, il n'y aura pas d'élection en Libye. Vous avez vu la suite. Donc, on est des habitués de ces sommets-là. Sommet Chine-Afrique, c'est une première, la forme d'échange qu'il y a eu entre les chefs d'État européens et les chefs d'État africains, et que cela peut être peut-être un premier pas pour aller vers ce dont vous parlez. Non, on a des sommets, on en a déjà vu. Il y en a tout le temps. Ce sommet est-il du déjà vu? À en croire les propos, comme l'a dit mon co-débatteur du président de la Commission de l'Union africaine, le président Faki Mahamat, c'est la première fois d'ailleurs, de mémoire, n'est-ce pas, d'homme, qu'on assiste à un sommet où les choses ont été dites, mais de manière très ouverte. Ça, c'est à leur niveau. Mais vous et moi, nous autres qui sommes ici dans le bas peuple, et qu'est-ce que les Africains en savent des résolutions de ce sommet-là? Ouais, on parle de grandes choses, de choses intéressantes, de portée hautement politique et économique, voire même sociale. Mais est-ce qu'il y a une divulgation depuis que le président Talon, disons, est parti ou ne soit pas parti à ce sommet? Il est parti. Oui, je sais, une façon de parler, oui. Et qu'il soit rentré. Vous avez vu une communication étatique qui est venue expliquer ce qui s'est passé réellement à ce sommet-là et quels sont les avantages que le Bénin tire de ce sommet. Voilà, c'est le type d'interrogation que je me fais
en tant que citoyen, sur la tenue de ces genres de sommets. Monsieur Lamine Cissé, les grandes conclusions rendues publiques n'auront-elles pas, à votre avis, suffi et ne peuvent-elles pas suffire à contenter l'attente des Africains? Ouais, mais il faut expliquer aussi que, parce que quelquefois, il y a des gens qui ont fait un peu d'amalgame par rapport au sommet. Le sommet qui s'est tenu à Bruxelles, c'est le sommet Union africaine-Europe. Tout à fait. Mais il y a le mini-sommet qui s'est tenu en France. Ça, c'est pour le Mali. C'est pour la sécurité où la France a décidé de quitter. Barkhane, tout ça là. Ça, c'est un autre sommet parce que c'est là où on a eu le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, avec le président de la Commission, de l'Union africaine, de la CEDEAO également. Voilà. Donc, pour discuter de cela, quoi. Mais le sommet a tenu en compte. Parmi les points, il y a ce qu'on appelle, ils ont dit une coopération renouvelée et renforcée en matière de paix et de sécurité. Ils en ont discuté au sommet de l'Union africaine. Ils ont discuté des problèmes de l'énergie, le problème de la communication. Ils se sont focalisés sur des points essentiels pour dire que, surtout sur l'infrastructure, de transport, etc. Ils pensent que ces éléments-là aussi sont essentiels. Oui, moi je pense que si l'énergie est à bon marché et à bon prix en Afrique, même les industries délocalisées ou l'industrialisation de l'Afrique ne peut pas se faire tant qu'il n'y ait pas réellement de l'énergie à bon marché. Donc ces points-là ont été abordés. Tout à fait. Mais maintenant, vous avez une question à poser? Oui, je voudrais dire qu'on reviendrait plus amplement sur ce point qui, quand on observe très bien, paraît le point central pour eux. Mais il y a eu comme de l'insatisfaction pour certains Africains qui auraient bien voulu, comme Hamza, peut-être, des points majeurs. Non, là, on ne peut pas être satisfait dans la mesure où, pour moi, c'est le renversement de la situation qui est en train d'être fait. Expliquez-vous. L'Afrique est un continent très riche. C'est le plus riche continent du monde. On fait plus de 30 millions de kilomètres carrés. Il s'agit de l'Afrique. Il ne s'agit pas du Bénin ou du Sénégal, de l'Afrique. Nous avons toutes les ressources qu'il faut. Donc, ressources, c'est l'argent. Ressources, c'est l'énergie. Ressources, c'est le développement agricole. Donc, on a tous les facteurs de développement réunis en Afrique. Et on dit qu'ils vont nous faciliter les tirages spéciaux. Tirages spéciaux, c'est des garanties. Est-ce que nous n'avons pas les capacités de nous garantir nous-mêmes sur le marché international et avoir notre propre argent, notre propre... Donc, le développement de l'Afrique ne peut pas se faire par ces promesses-là. Ce n'est pas eux qui vont venir nous développer. C'est nous qui allons nous développer nous-mêmes. Donc, tous les éléments, les théories qu'ils sont en train de faire, c'est tout simplement, moi je vois une occupation du terrain africain, une recolonisation. Je vois une compétition. Attention. Une compétition. Monsieur Lamine Cissé, on parle de refonte de la relation Europe-Afrique et vous utilisez l'expression recolonisation. Mais ils ont mis sur la table 150 milliards d'euros, il faut ajouter. D'euros. Pas de francs CFA. On n'a pas les capacités d'avoir 150 milliards en Afrique. Mais quand même, c'est-à-dire que c'est comme si celui qui a de l'or qui cherche de l'argent. Tu as de l'or, tu as des lingots d'or, tu dis je cherche de l'argent. Non, le lingot d'or, c'est de l'argent déjà. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique, nous pouvons, c'est-à-dire que c'est le système de coopération, le système de gouvernance qui nous tenaille, qui nous tient. Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes décolonisés financièrement, nous sommes colonisés politiquement. C'est ça qui nous tue. Mais l'Afrique n'a pas besoin de tendre la main. Nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous autofinancer. C'est ça le problème. Tant que l'Afrique ne s'autofinance pas, on ne va pas aller vers le développement. Monsieur Lamine Cissé, à la place des chefs d'État, si vous y étiez, je veux dire, vous auriez jeté aux aussi cette proposition? Le président Macky Sall a dit quelque chose sur laquelle elle ne s'est pas appesantie réellement. Je ne sais pas au niveau des thématiques, parce qu'il y a des thématiques qui sont discutées au niveau des coulisses, oui, sur l'énergie, sur les ressources. Macky Sall a insisté sur la revalorisation de nos ressources naturelles.
ces termes-là sont trop diplomatiques. Revalorisation. Non. Le pillage de nos ressources naturelles n'a qu'à cesser automatiquement. Si on cesse le pillage de nos ressources naturelles et que les 80% qui vont là-bas viennent vers nous, mais l'Afrique n'a plus besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. C'est ça la vérité. Tirages spéciaux. Ils ont des tirages spéciaux. Pourquoi? Ils ont leur monnaie. Et pourquoi nous n'avons pas créé notre propre monnaie, avoir notre souveraineté monétaire? Pourquoi? Donc, des facteurs sur lesquels nous pouvons nous appesantir pour aller vers le développement, on laisse ça pour dire tout simplement, on va aller vers l'assistanat qui nous amène de l'argent. Monsieur Hamzat, c'est ça qui fait mal. Cette cagnotte proposée, saluée par les chefs d'État africains, comme une autre façon d'asservir l'Afrique. Mais il a dit, mon co-débatteur l'a dit, et on n'arrête pas de crier ça sur les plateaux de télévision, nous autres qui sommes panafricanistes. Il faut en finir avec cette méthode de financement de l'Afrique. Vous avez de l'or, il a dit, vous avez de l'or et vous cherchez de l'argent. Mais quelle ironie! Vous avez une barre d'or et vous vous baladez là, je cherche l'argent, je cherche l'argent. Nous n'irons même pas loin. D'accord? Je vais prendre un seul cas, celui du Mali. L'actuel régime qui est là, qui est en place. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont même pas un copec de l'extérieur. En termes d'aide extérieure, de développement. Parce que sous sanction. Non, occultons même les sanctions. Parlons de manière franche. Les sanctions et tout ça, là, ça c'est un vocabulaire qui nous est importé d'ailleurs. Les sanctions, elles ne valent que ceux qui les appliquent. N'est-ce pas? Pour moi, le Mali n'est pas sous sanction. Allons-y. C'est quoi le rapport que vous voulez faire avec... Je suis en train de vous dire que voilà un gouvernement qui non seulement ne reçoit pas d'aide, mais qui paye ses salaires, qui paye ses fonctionnaires, qui paye du matériel militaire, qui sert à une guerre asymétrique. Qui double les salaires des militaires. Qui double même les salaires de certains militaires. Ça veut dire quoi? Que le Mali, pour ne citer que cet exemple-là, a les ressources, n'est-ce pas, de sa refondation à elle-même. Si tel est qu'on nous parle de refondation ailleurs, et c'est en cela que je disais tantôt, dans le cadre de la participation des pays, j'ai comment l'impression que certains pays sont relégués, ils n'existent plus ou sont relégués au 2e rang. Je prends le cas des 3 pays qui ont connu tout dernièrement des coups de force. La Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Mais ces 3 pays-là sont les pays qui ont le plus d'or dans la sous-région, en dehors du Ghana. Et quand l'économie mondiale même est basée sur quoi? Pour émettre aujourd'hui des billets, puis s'ils nous parlent d'aller faire des tirages spéciaux, mais les tirages spéciaux ne tombent pas du ciel. Vous n'êtes pas dans une imprimerie où l'argent tombe du ciel. Les tirages spéciaux pèsent sur une certaine quantité d'or qui est proposée à une banque pour servir de tirage. Mais l'or, là, il vient d'où? La France n'est pas un pays producteur d'or. Aucun État là, européen là, n'est producteur d'or. C'est en Afrique qui vient de ramasser ça. Oui, l'absence du Mali, du Burkina Faso. Non, pour ne citer que ça, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. C'est vous dire quoi? Que l'Afrique a le devoir, n'est-ce pas, d'aller vers la création de sa propre monnaie et d'arrêter de se faire infantiliser, dans des sommets qu'ils appellent, je ne sais pas, Euro-Afrique, Chine-Afrique, ou machin, tout ça. Il faut chercher sa propre voie et décider par soi-même de ce qu'on fera. Le sommet du mois de février n'aura rien eu d'exceptionnel. Ceux qui ont participé, tout qui a eu des avancées exceptionnelles. Ce sont des chefs d'État africains, s'il vous plaît. Ah non, aujourd'hui, on sait ce que ça vaut un chef d'État. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas fait la cagnotte proposée a été saluée par ces chefs. Mais vous pensez qu'ils auraient réagi autrement? Mon co-débatteur vient de vous dire de manière éloquente et claire. L'Afrique manque à 250 milliards de... Bon, allons à côté. Le Nigeria est à côté. Vous savez, quand vous allez dans les puits de pétrole nigériens, vous tirez 1 million de barils de pétrole. Aujourd'hui, en venant là, j'ai vu sur une chaîne de télévision que le baril de pétrole est monté à $100. Faites $100 multiplié par 1 million,
Et vous verrez de quantité, vous verrez combien de chiffres de milliers, combien de zéros ça donne derrière. C'est au-delà même de ce que la France veut financer. Alors qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Il faut que nos chefs d'État se réveillent. Jusqu'à là, on a comme l'impression que le fait d'avoir fait les hautes études là-bas, là, dans leurs universités, formés, formatés, coagulés européens, ils veulent nous importer les méthodes qu'ils ont ramassées de là-bas. Alors, il y a d'autres qui pensent autrement aujourd'hui. Ceux qui disent que ceci peut être une aubaine pour l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, d'aller à une plus grande ou plus réelle indépendance, se sont-ils trompés? Ils se sont non seulement qu'ils se sont trompés, mais c'est de l'errance. Prenons les chiffres, parlons chiffres. Combien donne la Chine? Combien la Chine donne en termes de sommet Chine-Afrique? Quel est le montant? Vous le comparez aux miettes que l'Europe propose là? Les États-Unis, combien ils donnent? Quand on fait un sommet Afrique-Amérique, par exemple, combien les États-Unis mettent là sur la table? Alors, qu'on arrête de nous infantiliser. C'est de la moquerie, c'est de l'insulte à l'intelligentsia africaine. Alors, que devront-ils faire désormais? Et les chefs d'État, jusqu'à nouvel ordre, ce sont eux qui portent le mieux la voix de l'Afrique. Et donc, de ces... Ils n'écoutent pas leur peuple. Les chefs d'État africains n'écoutent pas leur peuple. Et partant, les théories qu'ils élaborent, vous voyez, quand on va dans la conquête du pouvoir, on a un programme de gouvernement. Mais le programme de gouvernement que vous nous amenez lors de la campagne là. Ah oui, quand je serai au pouvoir, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand vous arrivez là-bas, le programme il est rangé dans les tiroirs. Et vous êtes obligé de faire avec ce que vous impose l'Occident. Parce que vous avez mangé, formaté, coagulé et occidental. Il faut arrêter ça. C'est pour cela que les révolutions que vous voyez dans la sous-région la gênent. Elles gênent énormément. Quand un pays comme le Mali, et je vous l'ai cité un exemple, se lève et décide par exemple de payer ses fonctionnaires de sa poche, de payer les munitions matérielles de guerre pour combattre le terrorisme, dans ce qui, bon, si encore il existe des terroristes, dans la guerre asymétrique que nous connaissons, de franchir les frontières comme celle de la Mauritanie, celle de la Guinée, celle de l'Algérie, pour pourvoir, n'est-ce pas, aux simples besoins fondamentaux des Maliens. Mais c'est un exploit. Et c'est un exemple à suivre. Au lieu d'aller s'asseoir à Paris, à boire du champagne, manger des gâteaux et tendre la main, il faut arrêter avec ça. On comprend votre position, mais il faut l'arrêter. Le monde reste un village planétaire et à l'Afrique de prendre sa part. Les autres ont une idée bien claire quand on vous suit de là où ils vont. Alors, doit-on leur reprocher leurs rêves pour leurs États? Est-ce qu'il ne revient pas en définitive aux chefs d'État africains de prendre l'option qui, à leurs yeux, paraît la meilleure pour l'Afrique et cette Afrique-là? Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est nous avons des facteurs endogènes qui nous plombent et des facteurs exogènes. Les facteurs endogènes de la gouvernance, c'est la corruption, le manque de patriotisme de nos chefs d'État. Jusqu'à présent. La gouvernance, le manque de patriotisme. Parce que vous êtes sans ignorer que nos ministres sont des milliardaires. Un ministre ne peut pas être milliardaire. Mais nous avons des ministres de la République qui sont des milliardaires. En entrant au ministère, d'autres n'ont même pas une maison. Il faut préciser un chiffre. Oui. Un chiffre. Un chiffre, oui. Et en entrant dans la gouvernance, ils sont même pas milliardaires. C'est-à-dire ils sont même pas, ils n'ont rien. Même si tu as fait 3 ans, 4 ans, tu sors milliardaire. Tu as pris l'argent où? Ce sont des facteurs endogènes de la gouvernance. La corruption, le détournement des deniers publics et le manque de patriotisme. Ça, c'est un. Ce qui veut dire que ceux-là mettent l'Afrique dans le système de la colonisation toujours. Au lieu de venir vers la décolonisation, ils ne le font pas. Maintenant, les facteurs exogènes, les autres ont besoin de l'Afrique pour vivre. Parce qu'ils vivent de l'Afrique. Je prends le cas de la France, par exemple. La France ne vit que de ses colonies. Dis-moi, combien d'entreprises françaises sont en train de tirer des milliards de dollars par an pour amener ça en France? Ils ne payent même pas nos impôts. Et prenons les pays francophones. Le CFA, là, c'est ce qui leur permet même de transférer facilement leur monnaie
vers l'Hexagone. Mais la France sait qu'il est en train de perdre du pied en Afrique. C'est pourquoi toute cette débandade-là, ce malaise. On dit sentiment anti-français, il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a un sentiment anti-système français. Les Français, ce sont nos frères, nos sœurs, on se marie entre eux, nous les aimons. Parce que Dieu a voulu qu'il y ait la diversité. L'autre est blanc, l'autre est noir, l'autre est jaune, etc. C'est ça qui fait la beauté du monde. Mais ce système-là, le peuple français, même dans sa grande majorité, est en train de subir ce système-là. Ce système de prédation internationale où la raison du plus fort, il faut qu'eux, ils gouvernent. Maintenant, nous sommes maintenant face à un peuple africain, une jeunesse africaine décomplexée qui est en train d'opérer une révolution mentale. Ils le savent. Donc, ils sont en train maintenant d'ajuster leur manière de coopérer avec l'Afrique. Mais il ne s'agit pas d'ajuster, il s'agit de révolutionner. Je ne sais pas si on dit le même langage. Ce qu'eux, ils disent là-bas, là, c'est trop diplomatique et trop costume et cravate. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Sankara a fait au Burkina Faso. C'est ce que Rawlings a trouvé du désordre, il a mis l'ordre au Ghana. C'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. Nous voulons une liberté politique et économique. Ce n'est pas ce que Macky Sall est en train de faire. Comment dit? Ce n'est pas ce que Macky Sall est en train de faire. Bon, pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Non, mais le peuple sénégalais est en train d'opérer une révolution mentale. Macky Sall ne pourra pas résister à cette révolution mentale. Il est obligé de suivre cette révolution-là ou bien il périra. C'est clair et net. Mais Alassane Ouattara, Macky Sall, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer le jeu de la France. En Afrique, c'est terminé. Ça, c'est fini. C'est ce que je veux dire. Je dis, des gens, ils vont là-bas tendre la main. Kémandé, tu es riche, tu es potentiellement riche. Je prends le cas de Dubaï. Dubaï était un désert, il n'y avait rien. Mais le Sénégal est plus riche que Dubaï. La Côte d'Ivoire est plus riche que Dubaï. C'est un leadership qui a sorti Dubaï, qui est devenu une métropole internationale, où les gens... Mais est-ce que Dubaï est en train de faire la démocratie? Non. Dubaï, c'est la royauté qui est là-bas. Mais le peuple vit... Attends, le peuple, je préfère, on a dit à Assimi Goïta, oui, leur préoccupation au Mali, c'est élection. Le problème du Mali n'est pas élection, ils amènent élection. La CEDEAO prend des sanctions pour détruire les fondamentaux. Parce que quand tu détruis le Mali, tu es en train de détruire toute l'Afrique de l'Ouest. Nous tous, nous sommes en train de subir ce qui se passe au Mali. Y compris eux-mêmes. Mais parce qu'une certaine occidentalisation de la gouvernance leur a dit, faites ça, ils suivent comme des marionnettes. Comme des marionnettes. Alors, est-ce qu'un pays qui est en train d'être divisé, pendant 9 ans, la France est sur le territoire malien, est-ce qu'il a atteint les objectifs? Avec tout son armada, toute sa puissance, pendant 9 ans, il n'a pas pu atteindre les objectifs. Une transition, on leur dit, il faut atteindre les objectifs en 6 mois. Faites les élections et laissez le pays comme il était avant. Mais quand même, soyons sérieux. Et ils prennent des sanctions illégitimes et illégales. Parce que dans aucun des textes de la CEDEAO, il faut sanctionner. Il faut restreindre la liberté, la libre circulation des pays. Surtout que le Mali fait partie de la Convention internationale. Un pays enclavé, on ne peut jamais faire un embargo à un pays enclavé. Et ils vont à la BCEAO pour dire, gardez l'argent du Mali, ne donnez pas aux Maliens. Sans texte. Ni loi. Ils vont se promener à Bruxelles pour dire qu'ils sont allés défendre qui? Ils ne sont pas allés nous défendre. Ils n'ont qu'à nous défendre ici. Nous voulons ici qu'ils nous défendent. C'est ça la vérité. Nos chefs d'État, ils ont une pensée moyenâgeuse, la majeure partie déjà. Ils sont vers les années 45. Ils réfléchissent comme les populations n'ont pas de conscience. Alors que c'est eux, quand ils ont besoin de se mettre au trône, ils viennent vous dire, nous allons vous construire des gratte-ciel dans le ciel. Nous allons vous transformer les marchés en ruisseaux, etc. Ils racontent n'importe quoi. Et ils savent que cette population-là, ces commerçants qui traversent les frontières, qui courent, c'est des milliards qu'ils font rentrer dans les pays. C'est eux qui sont les véritables acteurs de développement. Ils prennent des sanctions pour fatiguer ces gens-là. Eux, ils sont dans leur bureau climatisé. L'avion qu'ils utilisent, c'est le peuple qui paye.
Les fonctionnaires qui travaillent, c'est les populations qui travaillent. C'est vous qui les payez, vous, toi qui es là. Ce sont tes impôts qui payent ces gens-là. Une Afrique très riche, une Afrique orpheline. Mais maintenant, c'est terminé. Je te dis, nous sommes dans une révolution mentale. Les Occidentaux, là, ils n'ont qu'à aller vers l'essentiel. Qu'ils ne vont pas l'essentiel, nous allons les faire partir vers l'essentiel. Alors, le débat, justement, à ce niveau, est-ce qu'il ne faut pas regarder vers la maison pour parler de l'Afrique et comprendre que les Occidentaux, eux, ne se trompent pas de principe, ni d'initiative, ni d'objectif, et que c'est aux chefs d'État africains de jouer leur partition, mais alors à fond. Il se pose à votre question, n'est-ce pas, une certaine connaissance de l'idéologie africaine. Est-ce qu'au niveau continental, nous avons la même pensée idéologique, la même pensée sur le plan de la sécurité, la même pensée sur le plan de l'économie et du social? Je crois savoir, pour nous autres qui traversons les petites frontières de droite à gauche en Afrique, que si vous allez à Dakar, vous marchez dans les rues de Dakar, vous croyez à Cotonou. C'est les mêmes vendeuses au bord des voies là que vous voyez à Cotonou, c'est les mêmes à Dakar. Les mêmes problèmes de coupure d'électricité qu'il y a ici et par là, vous les avez à Dakar, vous les avez à Ouaga, vous les avez à Accra. Il faudra une synergie, n'est-ce pas, d'action en matière de développement sur le continent. L'Union africaine, au lieu d'aller faire de beaux discours, je crois que c'est la première fois qu'on a vu un sommet aussi extraordinaire parce qu'il y a eu de belles paroles. L'Union africaine ferait mieux d'interroger, n'est-ce pas, nos gouvernants sur la problématique, par exemple, comme il a dit, de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'Afrique de l'Ouest, par exemple, soit électrifiée? Mais au Congo, il y a le barrage d'Inga. Que le feu maréchal Mobutu c'est quoi avait fait, mais fait sortir de terre et qui permettait d'alimenter même jusqu'en bas le Kenya et tout ça. Mais bon, vous savez, en Afrique, on est spécialiste pour construire de belles choses, mais on n'en a pas les capacités d'entretien. Tous les stades, les grands stades que vous voyez là, je crains que d'ici quelques années, ce soit des champs pour faire perdre des bœufs. Allez voir au Gabon, c'est que les stades sont devenus là-bas. Donc vous voyez, il n'y a pas une politique cohérente, coordonnée, dans une synergie d'action bien déterminée par nos dirigeants pour dire, bon, la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso, mettons-nous ensemble. Bon, toi, ton budget de fonctionnement est très haut, toi, tu peux au moins donner plus. Le Nigeria, qui est producteur de pétrole, il est encore plus grand. Et chacun donne un quota pour aller vers la construction des barrages hydroélectriques. On n'a pas besoin de l'Europe pour le faire. Je vous donne... Retournons encore au Nigeria. Retournons à notre baril de pétrole, qui vaut aujourd'hui $100. Si vous vendez 4 millions de barils de pétrole dans la semaine, et Dieu sait que par jour, il y a 3-4 navires remplis de pétrole comme ça qui sortent du Nigeria. Imaginez-vous la fortune. Faudra-t-il revisiter alors le fonctionnement de l'Union africaine? Non. Puisque les États africains sont ensemble justement aussi pour ça. Il faut s'interroger sur la capacité de nos chefs d'État à élaborer des programmes cohérents pour leur population. Pourquoi s'interroger sur les capacités quand on les voit? Parce quand même, à travers vous vous l'avez dit tout à l'heure, un projet de développement, on entend des choses intéressantes. Faramineuses parfois aussi, mais intéressantes. Et parfois, on sent que c'est bien réfléchi. Et c'est dans l'application qu'il y a parfois problème. Vous me faites rappeler une citation du colonel Kadhafi qui dit que il est une chose d'écrire une théorie, parlant de la 3e théorie universelle qu'il a écrit lui-même. Il dit il est d'une chose d'écrire une théorie, mais c'est dans l'application de cette théorie-là qu'on connaît les hommes forts. Quand ils nous ramènent leur programme de gouvernance, là, au bout de 3-4 ans, il faudra que, et c'est là se trouve le rôle de nos parlements, et je vais y en venir d'ailleurs par rapport au sommet d'Afrique et Europe, là, ouais, il se pose un rôle, n'est-ce pas, du contrôle de l'action gouvernementale. N'est-ce pas? Vous avez fait 3 ans, 4 ans, vous avez dit au peuple ça. Mais au bout de
La route de Djeregbé n'est pas construite. La route de Ilori, elle n'est pas faite. Le pont que vous avez dit que vous devez faire à Godjibé, il n'est pas fait, etc., etc. Et vous vous interrogez sur qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Mieux, pour retourner au niveau de l'Union européenne, sur ce sommet-là, mais ont-ils interrogé nos parlements sur la nécessité d'aller vers des emprunts, ou bien comment ils ont appelé les tirages spéciaux là? Est-ce que le peuple a été, nos représentants dans nos parlements ont-ils été interpellés pour être entendus sur la nécessité d'aller vers des tirages spéciaux? Non. Alors, quand il parle de mauvaise gouvernance en interne, mais voilà par exemple 2 exemples que je viens de vous citer. Mais écoutez, il a dit, la nouvelle génération là, ce n'est pas une génération sortie de la Sorbonne. Hein. Ah non, c'est une génération qui est sortie de Dantopa, qui voit, qui opine, qui réfléchit et qui sait comment je fais pour me nourrir. J'ai pris un bilan hier en cherchant à comprendre le taux de chômage dans la sous-région. Calamiteux. Incroyable. C'est au-delà de votre pensée. Vous demandez, mais on va où? En réalité, est-ce que ces gens-là sont réellement là pour s'occuper du peuple ou bien ils sont là pour s'occuper d'eux-mêmes? Le taux de chômage, il paraît que c'est une problématique désormais mondiale. Non, que l'arrêt de... Et l'Afrique subit les conséquences des aléas qui sont au-delà du Mon co-débatteur vous l'a dit. On est le premier continent, grâce à Dieu, rempli de richesses. Il y a des pays, le Congo démocratique, il y a des régions où vous allez, quand vous labourez votre champ, vous avez la chance de tomber sur une pierre de diamant. Moi, j'ai fait le Libéria. Il y a des coins au Libéria, quand vous êtes en train de labourer, là, il y a même un enfant comme ça, qui en allant au champ, jouer avec son père, est tombé sur une pierre. Il en faisait un jouet, il est rentré à la maison. Je vous parle de ce que je connais. Et le père a vu ça, ça a attiré son attention. Ils sont retrouvés devant le président Charles Taylor. Cette pierre-là a été évaluée à 16 millions d'euros. Je vous parle de ce que je connais, ce n'est pas des ramasses. C'est pas des problème de Donc chômage. ça vous dit quoi? Qu'on arrête de nous parler des gouverneurs, ils vont là-bas, là, ils prennent des théories, on leur impose. D'abord, les programmes d'ajustement structurel sont devenus quoi? Les fonds vautours qu'on nous servait à l'époque, c'est des fonds vautours modernisés qui sont ces tirages-là, les tirages dont on vous parle là. Ce sont vous savez ce que c'est les fonds vautours? On vous dit, bon, je vous donne 100 milliards, vous allez payer, après on fait en sorte que la dette augmente et vous n'arrivez jamais à payer. C'est des Les trucs chefs comme ça. d'État africains, manifestement, ne sont pas en dehors du mouvement qui se prépare, que vous appelez une révolution intellectuelle. Ils observent, ils écoutent sans doute. Dans une révolution populaire. Quand on voit certaines postures qu'ils adoptent aujourd'hui. Alors, au lendemain de ce sommet, faudra-t-il s'asseoir entre Africains et définir d'autres paradigmes? Bon, la révolution mentale. Quand je parle de la révolution mentale, c'est contre la mauvaise gouvernance interne. Et, n'est-ce pas, le néocolonialisme, c'est-à-dire l'impérialisme international. Vous savez, celui qui ne connaît pas son histoire ne sait pas d'où il vient et ne sait pas où il va. Notre histoire est que nous avons été vidés de notre continent comme esclaves. Nous avons été colonisés. On a été partagés, divisés. Sans tenir compte. Il faut continuer par compter cette histoire qu'on mais connaît. c'est ce qui marche. Histoire. Le système là qui marche jusqu'à présent. C'est notre histoire. Celui qui ne connaît pas ça là, tu ne peux pas. Si tu ne sais pas là où tu es tombé, tu ne peux jamais te relever, c'est pas possible. C'est quoi le lien avec la question de malgouvernance au niveau des États africains que vous évoquez? Colonisation et son corollaire, quel est le lien avec la malgouvernance que vous décrivez? Mais quand on parle de néocolonialisme, on est en train de parler français, non? Oui. Très bien. Le Bénin est gouverné dans quelle langue? Le français. Le Bénin, c'est le système. L'État Bénin, ce n'est pas l'État français typiquement collé. Dans la gouvernance béninoise ou sénégalaise, il n'y a pas les facteurs endogènes béninoises. Le béninois lambda ne se retrouve pas, il ne comprend rien. Et c'est là la corruption s'installe. Parce que tu gouvernes dans une langue où
les 90% des populations ne savent pas comment tu gouvernes. Tu gouvernes dans la langue des autres. Tu s'adresses dans la langue des autres. Est-ce que c'est à ton peuple que tu t'adresses? Non. Les facteurs, les acteurs du développement ne participent pas ni à l'administration, ni à la gouvernance. Ça, c'est un autre débat. C'est très poussé, quoi. Mais quand je dis, nous avons été victimes de ces facteurs-là qui nous plombent jusqu'à présent, c'est que nous ne sommes pas encore décolonisés. Pas encore. Nous ne sommes pas décolonisés financièrement, Oui. nous ne sommes pas décolonisés politiquement, et nous ne sommes pas décolonisés mentalement. La plupart de Bruxelles, n'aura-t-il pas donné le déclic? Non, c'est ça que je dis. Non, c'est les populations qui ont donné le déclic. C'est pourquoi je te dis, les populations, la jeunesse africaine est dans une dynamique de révolution mentale. C'est ce qui pousse le gouvernement à changer d'attitude. Ils sont obligés, ils sont contraints, sinon ils vont disparaître. C'est ce que je dis. On peut se permettre de dire que cette dynamique a poussé finalement à la tenue de cette rencontre. C'est ça? Non, la rencontre là, elle est là. C'est institutionnalisé. Chaque année, ils se rencontrent, sommet, Union européenne. Mais je dis, les thématiques et les débats, la manière dont les débats ont évolué, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'en Afrique, il y a une jeunesse qui est très exigeante et qui comprend. Et qu'on ne peut pas continuer à gouverner comme un pays colonisé. Alors, tu vois, pour te donner un exemple, est-ce que tu as vu au cours de ces sommets-là, on a parlé du Mali, etc. Mais est-ce qu'on a parlé de la Libye? Non. Parce que quand tu parles de la Libye, tu diras les conséquences de la Libye qui nous frappent jusqu'à présent. Et quels sont les auteurs qui ont créé le désordre en Libye? C'est l'OTAN, cet OTAN-là, dirigé par la France, qui sont allés aux Nations Unies pour dire « Nous voulons défendre les populations de Benghazi. Leur agenda, c'est de tuer un président. » Quand ils l'ont tué, ils sont partis, ils ont créé le désordre. La Libye encore couchée, il n'est même pas assis jusqu'à présent. Eux, ils viennent, ils occupent militairement la Libye, etc. C'est ça, il faut que ça s'arrête. C'est de cela on parle. Dans la CEDEAO, prends l'Afrique. Est-ce que les Africains n'exagèrent pas? Attends, pardon. Est-ce que les Africains n'exagèrent pas? La présence militaire française ne se fait presque jamais sans l'accord des dirigeants africains. Ah bon? Ah non? Donc quand les Français venaient coloniser tes ancêtres, là, non, ils ont demandé la colonisation. Mais c'est ce qui continue jusqu'à présent. On n'est pas décolonisé, justement. C'est de cela que je parle. Mais attendez. La présence de Barkhane et autres, avec le consentement des gouvernements maliens, vous appelez ça aussi de la colonisation? Comment ça? Est-ce que tu n'as pas écqué Choguel Maïga? Non, Choguel Maïga, c'est récent ça. Tu ne l'as pas écouté? Barkhane, c'est avant Choguel Maïga. Mais Choguel, moi je n'écoute que nos dirigeants, ce qu'ils disent. Ah bon? Et les autres? C'est un accord bilatéral. Mais là, tu penses que la France est venue mourir au Mali pour l'intérêt des Maliens? Non, il ne faut pas te tromper. Arrêtons. C'est-à-dire que dans nos relations avec ces puissances-là, c'est nous qui perdons. On a toujours perdu. On n'a jamais gagné. Vous n'y croyez pas quand la France dépense des milliards pour la sécurité du Mali et autres régions? Quels milliards? Vous n'y croyez pas? Attendez. C'est nous, nos grands-pères qui ont libéré la France. La France était colonisée. Tu sais combien de personnes sont mortes pour libérer la France? Tu ne le sais pas? J'ai dit, et jusqu'après... L'histoire n'est-elle pas en train de se réécrire autrement? Je te parle de développement. Le développement ne vaut pas la théorie politique. On ne fait pas de théorie politique. J'ai dit de développement. La première des choses est que pourquoi la France imprime notre argent, notre monnaie? Nous ne portons pas les mêmes culottes que la France. Il faut finir avec cette histoire. Mais écoute, mais vite fait. La souveraineté monétaire est la clé de tout développement. Qu'est-ce que vous pensez? Nos ressources naturelles, là, la France, l'uranium du Niger, là, tu penses qu'il est au Mali pour les beaux yeux des Maliens? L'uranium, là, qui éclaire les 80% de l'électricité française, là, ça vient d'où? C'est le Niger, non? Il y a un autre site qui lui ont donné encore, là. Il a quitté le Mali, dit qu'il va aller au Niger. Les Nigériens sont en train de discuter de ça. Toujours avec l'accord des Nigériens, par le biais de leur gouvernant, M. Lamine Sissi. Vous dites avec l'approbation des Nigériens, donc par la voix de leur gouvernant. Pas les Nigériens. Il faut arrêter ça. C'est pas les Nigériens. C'est qui? Le président du Niger n'est-il pas un Nigérien? C'est un néocolonialiste aujourd'hui qui attaque ses frères maliens. Qui attaque ses frères maliens au profit de la France. Il a quel intérêt à attaquer son voisin? Pour dire à la France, vous êtes les plus beaux, les plus agréables, les plus bons. Alors que vous éclairez la France au Niger, l'éclairage n'a pas atteint les populations. L'autre site
L'autre site de l'uranium est en passe de donner encore à la France. Écoutez, ce que je voudrais vous dire, quand tu prends les industries françaises qui opèrent sur notre sol, quand tu les évalues en termes d'impact économique que cela fait sur l'économie de la France, et ce que nous perdons, c'est énorme. C'est pourquoi j'ai dit il faut le patriotisme économique. Nous voulons une relation avec la France gagnant-gagnant. Non, c'est les autres qui sont en train de faire ça, la Chine et la Russie. C'est eux qui sont venus pour dire, vous gagnez, je gagne. Cette coopération-là, ça nous va. Mais vous venez, vous dites que tant que nous sommes là, vous allez rester. Alors vous venez aide au développement. Quelle aide au développement? Vous prenez notre argent pour venir nous donner un peu, notre propre argent. La France, il n'y a pas de chômage en France, il y en a. Ils vont quitter leur pays pour venir nous donner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ouvre la conscience. Cette jeunesse-là, on ne peut pas tromper cette jeunesse-là. Elle est éveillée. Elle sait ce qui se passe. Parce que nous avons que des bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, qui se posent la question, mais pourquoi je ne travaille pas? Je suis le continent le plus riche. Le questionnement est là. Donc il faut changer l'ordre de la gouvernance mondiale. Parce que, qu'il le veuille ou pas, c'est l'Afrique qui va tirer le reste du monde. Qu'il le veuille ou pas. C'est dans cette dynamique où nous allons. C'est pourquoi je dis, nos chefs d'État, ils ont intérêt à écouter le peuple. La CEDEAO a intérêt à écouter les citoyens de la communauté ouest-africaine. Et aller dans le sens. Parce que la CEDEAO n'a jamais été impopulaire que ces dernières années. La CEDEAO est totalement déconnectée de son peuple. Il est impopulaire. Quand vous dites la CEDEAO dans la rue, mais je suis un expert qui travaille avec la CEDEAO. Pendant près de 20 ans, je travaille avec ça. Mais la CEDEAO est devenue tellement impopulaire. Les chefs d'État sont devenus tellement forclos que c'est inacceptable, quoi. Donc, il faut que la CEDEAO aille dans le sens de l'intérêt des populations, pour que les populations au moins applaudissent la CEDEAO. Si la CEDEAO est soutenue par les populations, elle deviendra une institution forte, une institution qui va s'imposer dans le concert des nations. Alors, booster les institutions africaines, CEDEAO, Union africaine, on commence par quel levier fondamental? Moi, je n'irai pas dans le cadre des institutions. Je vous ai dit qu'il d'abord, les États. Les hommes. L'éducation d'abord. L'éducation, c'est l'éducation qui fait de vous ce que vous devenez demain dans la société. L'éducation que vous avez reçue, c'est ça, c'est ce reflet-là que vous avez dans la société. Alors, les reproches faits aux chefs d'État africains aujourd'hui, peut-on dire que tout ceci est tributaire du type d'éducation reçue hier? Attendez, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le système éducatif, les systèmes éducatifs de nos pays de la sous-région? Il y a même des pays où les enfants, ils ne vont même pas à l'école. Ils s'imposent même des calendriers. Et pourtant les exemples de chefs d'État... Ils s'imposent des calendriers de congés. Monsieur Hamzat, les exemples de chefs d'État modèles que vous donnez ont fait le même système que ceux qu'on décrit aujourd'hui. Non, mais c'est justement... Les Thomas Sankara, attendez. Les Rollins. Non. Pourquoi tous ces noms? Ce sont des chefs d'État d'exception. Ceux-là que vous venez de décider là. Qui ont eu quand même des éducations, les mêmes que les autres. Ils n'ont pas... Vous savez, il faut lire la bibliographie de Rawlings. Sa maman vendait des oranges. Ça ne l'a pas empêché de suivre la même éducation que les autres chefs d'État. C'est un enfant qui a été éduqué, formaté ghanéen. Il lui a été inculqué, n'est-ce pas, l'amour de la patrie. C'est pas la même chose que quelqu'un qui va s'asseoir à la Sorbonne là-bas, qui est en train de manger du camembert et qui vous revient quelques années plus tard, vous dit que là-bas, non, là, c'est la théorie de je ne sais pas quoi qui permet de financer telle chose. Et quand Rawlings même a pris le bout, puisque vous citez son nom, vous avez vu comment il a géré le Ghana? Parce que le Ghana est géré de la même manière aujourd'hui. Vous ne voyez pas que depuis un certain temps... Qui la faute, n'est-ce pas? À l'intelligentsia qui est formatée, coagulée, qui vient de là-bas, et à qui il est imposé un chronogramme d'action. Ils ne peuvent pas faire autrement. Regardez-les, à la veille des élections, c'est les premiers qui prennent des avions là, qui vont demander le support de leur patriarche colon. Couper le cordon ombilical, qu'est-ce que ça leur coûte?
Ah, ça leur coûte tout ce qu'ils ont fait, tout le parcours. Vous voyez, celui qui s'agite en Côte d'Ivoire, là, qui veut créer un gouvernement bis au Mali. Je ne vois pas celui dont vous parlez là. Je ne le cite pas. Vous le connaissez, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Il veut créer un gouvernement bis au Mali. Il vient d'où? Il est formaté, coagulé, occidental. Assimi Goïta, il a été entraîné là. Il n'est pas russophone. Vous savez qu'Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, c'est le ministre Camara qui a fait la Russie. Et d'ailleurs, les plus grands officiers du Mali, ATT que je connais, n'est-ce pas, père à son âme, ce sont des officiers qui ont été formés en Russie. Mais ceux qui souvent, et vous regardez le paramètre, vous avez remarqué que même ici dans notre pays, tous ceux qui ont fait la Russie sous la Révolution, le PRPV, quand ils venaient ici, on leur demandait à l'époque d'aller réhomologuer leur diplôme auprès de l'Institut français. Mais c'est quoi ce bordel? Mais j'envoie des agronomes au Vietnam, ils reviennent, ils viennent nous dire qu'est-ce qu'ils ont appris. C'est pas le papier qui m'aura. C'est en cela que je salue parfois les Américains. Ne me dites pas quel est votre bagage intellectuel, dites-moi de quoi vous êtes capable. Vous pouvez le faire? L'Afrique n'en est pas encore là. Mais il vient de... Ils sont on ne se comprend pas sur ce plateau. La jeunesse à laquelle nous appartenons... Donc si vous partagez son point de vue, c'est là... Non, il le dit et je suis à 400% d'accord sur ce point-là avec lui. Ça. Mais la jeunesse, vous voyez cette jeunesse-là aujourd'hui qui est brûlante, mais elle est chauffée à bloc. Mais elle va même jusqu'à déboulonner des chefs d'État. Ce qui se passe au Mali, là, est-ce qu'il faut, M. Hamzata, applaudisse cela? Est-ce qu'il ne faut pas aller aux urnes pour déboulonner les chefs d'État? Si je vous vote, c'est parce que je vais avoir la tranquillité, la quiétude de pouvoir faire mes affaires, de pouvoir vivre en toute quiétude dans mon pays, qui se passe habituellement. de pouvoir opiner. La liberté de presse et d'expression, c'est celle-là pour laquelle moi je vous ai voté. Eux, ils appellent ça démocratie. Elle existait avant même que ce thème-là soit arrivé. Prenez un cas, nos royaumes ancestraux. Vous voyez, quand le roi est assis, vous voyez les débats qu'il y a dans la cour, le chef canton, le chef du machin, et ça c'est chamaille, mais il y a une ambiance, c'est chaud, et le roi prend des décisions. Vous n'appelez pas ça la démocratie, vous? Elle est mieux que la démocratie occidentale qui nous oblige d'ailleurs à aller... Je prends mes armes, je vais tirer sur M. Cissé à la fin de mon mandat parce que je le vois, il est plus potentiel que moi, il veut prendre ma place. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on retourne... Est-ce que c'est vraiment la faute à la démocratie ou l'usage que les hommes en font? Attention, l'idéologie avec laquelle vous gouvernez un État, l'économie en dépend. La Russie ne fait pas de démocratie. Elle est la première puissance militaire mondiale. Attendez, non, je vais en venir. Parlons de développement. Oui. Parlons de développement. La Chine n'est pas un État démocratique. Elle est la première puissance économique aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas le modèle qui fait l'homme. C'est l'éducation que vous avez reçue, la manière dont, dans la société, n'est-ce pas, vous faites retranscrire cette éducation. On a cité le cas de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'a pas un doctorat en économie. Regardez que c'est un engouement que de le lire, de voir ce qu'il fait. Mais voilà le gars qui porte son treillis, qui va dans un village, qui décide de mettre une école, et il incite son peuple, n'est-ce pas, à aller davantage vers le développement, en lui disant, attention, aujourd'hui on vient de bâtir cette école, et vous voyez les femmes qui circulaient, qui allaient au puits, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelait les forages modernes que nous avons aujourd'hui. Pour creuser un forage du temps de Thomas Sankara, c'était des dizaines de millions. Aujourd'hui, avec 2 millions, 3 millions, vous avez un forage chez vous. D'accord? Donc, c'était quelqu'un qui envoyait, par exemple, les femmes au puits pour aller prendre de l'eau. C'était une révolution des mentalités vers un développement qui est certain parce que produit par les populations elles-mêmes. Mais quand vous vous asseyez dans un bureau climatisé, comme il a dit, vous prenez un avion, vous allez vous asseoir à Paris, vous coupez du gâteau, vous buvez du champagne, et vous parlez de titrage. Mais qu'est-ce que le peuple en a à foutre de vos tirages? Changez votre monnaie, changez les paradigmes économiques, et trouvez les hommes qu'il faut pour aller vers le développement. Et ça se fera. Trouver les hommes, changer la monnaie, changer de paradigme. Alors, la nouvelle Afrique... Elle va se bâtir sur cette trilogie où il faudra y ajouter d'autres paramètres. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se base sur nos valeurs endogènes.
Nos valeurs endogènes il y a des hommes qui les ont incarnées. Je peux vous citer, il a parlé de Sankara. Oui. Sankara, c'est basé sur les valeurs endogènes. Rawlings a fait la même chose. Modibo Keïta du Mali a fait la même chose. Cheikh Anta Diop, professeur Cheikh Anta Diop. Mais oui, ce sont les valeurs. Nous avons Nkrumah, Amilcar Cabral, Patrice Lumumba, Mathieu Kérékou. Je dis Mathieu Kérékou, je répète encore Mathieu Kérékou. Oui. Et je dirai pourquoi. Sékou Touré, quand je dis Mathieu Kérékou, ne voulait pas. C'est 17 ans plus 10 ans, 27 ans de gouvernance. Il a eu quel milliard? Ses enfants sont riches. Il a laissé quoi? Son héritage, il a laissé des milliards. Il n'a pas volé l'argent public. Au moins, il est parti avec son honnêteté. C'est-à-dire que ce que nous cherchons, c'est de compter sur nos propres forces. Dieu a fait que nos propres forces sont des forces incommensurablement riches. Nos socles, nos valeurs, nos cultures, notre argent, nos ressources. Mais ce système de prédation internationale qui est venu frapper nos ancêtres, qui a divisé, qui nous ont divisés, qui nous ont formatés. C'est-à-dire la plus grande maladie, c'est le mental. C'est le mental. Qui nous ont formatés, qui nous ont montré que nous, on n'est rien. Mais cette jeunesse a pris conscience, cette bonne jeunesse a pris confiance en elle, cette jeunesse sait que nous pouvons changer les paradigmes. C'est cette jeunesse aujourd'hui qui est en ébullition. C'est ce que j'appelle la révolution mentale. Tiens ce mot-là, la révolution, c'est dans tous les domaines possibles. Donc, l'Occident qui pense qu'il faut dominer, il faut s'asseoir sur les gens, il faut qu'il y ait des relations gagnant-gagnant, des partenariats équilibrés. Il faut commencer par changer la méthode de gouverner les Nations Unies même. La gouvernance des Nations Unies est déséquilibrée. La gouvernance, même à ce niveau. C'est déséquilibré. La Banque mondiale est prédatrice. Il n'est pas là pour le développement des populations. Il est là pour le développement d'une minorité de personnes. C'est ce qu'on appelle le système. Ce système-là contre lequel... Le système, ce n'est pas l'école, qu'on va à l'école, on a un diplôme. Non, c'est de lutter contre un système qui rend la grande majorité des populations très pauvres et une minorité très, très riche. C'est le système qu'il faut couper pour qu'il y ait un équilibre. Parce que, Dieu merci, nous avons un Dieu qui est bien. Il nous a donné toutes les richesses du monde entier. Mais il ne viendra pas gouverner ce monde-là à notre place. C'est à nous de gouverner ce monde-là, de l'équilibrer, pour que le paysan puisse sentir qu'il est paysan, mais il vit. Le journaliste puisse sentir que je suis journaliste, mais je vis de mon travail. Pour ne pas créer des exponentiellement riches, avec la même richesse, vous créez des exponentiellement riches et des extrêmement pauvres. C'est ce système-là qu'il faut couper. Monsieur Souleymane Hamzati, vous devez conclure. Ce genre de sommet, il faut que nos chefs d'État arrêtent d'y aller. Il faut qu'ils arrêtent d'y aller pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils se posent des questions de responsabilité. Et la responsabilité, elle passe par nos parlements. Parce que c'est nous qui envoyons nos députés et nous leur disons, vous pouvez voter telle loi ou permettre d'avoir tel ou tel crédit. Mais il y a des paradigmes qui changent et qui permettent à certains chefs d'État d'aller s'endetter avant de venir rendre compte au peuple. Ce n'est pas nous qui les avons envoyés. Ça, c'est le premier. Le deuxième, mais la conscience d'avoir servi son peuple. Et je mets un guillemets. Ronix a été retrouvé dans les rues en train de marcher un jour. Et le Ghanéen a dit, papa, mais vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Il dit, mais j'ai fait quoi au Ghanéen pour qu'on m'en veille? J'ai gouverné le Ghana en toute plénitude, de mental et de toutes mes facultés de soldat. J'ai fait du Ghana ce qu'il a dit. Je l'ai remis sur les rails. Mais vous voulez que je fasse quoi? Je suis en sécurité. C'est les Ghanéens qui font ma sécurité. Exact. Et en troisième position, qu'on arrête de nous vendre docteurs sortis de l'école internationale des machins. Non. On va sur le marché dans ton pas. La tomate coûte combien le plateau? 15 000. Comment faisons-nous pour que la tomate revienne à 6 000? Que ceux qui se disent économistes viennent s'asseoir sur un plateau pour nous dire comment ils ramènent la tomate à 6 000. Les ingénieurs des ponts et chaussées que nous créons, qui se dorment dans les bureaux là, climatisés là, mais le jour où il va arriver une révolution au Bénin ici, je vous assure qu'il n'y aura aucun ordre de métier qui va se retrouver sur un climatiseur. Merci à vous, monsieur Souleymane Hamzati, monsieur Lamine Cissé. Ce fut un plaisir de vous avoir eu à nos côtés. On espère vous retrouver très bientôt pour un autre plateau, toujours avec le même emprunt. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est nous.
Afrique.